Bonjour à toutes et tous, merci pour votre présence aujourd'hui. On est vraiment ravis de vous accueillir au FRAC. Et nous sommes ravis aussi d'accueillir Patricia Alliot aujourd'hui pour un éclairage sur la collection du FRAC. Comme cela ne vous a pas échappé, nous fêtons l'anniversaire de la collection. Cette collection a 40 ans. Et donc, à cette occasion, nous avons décidé d'inviter plusieurs personnes, artistes, critiques d'art, à intervenir sur la collection et pour nous porter un éclairage de leur en relation avec leur recherche et leur pratique. Et donc aujourd'hui, on a la chance de pouvoir entendre Patricia Alliot, qui est une artiste que peut-être vous avez déjà rencontrée, ou peut-être vous avez vu son travail au TNB, puisque tu es artiste associée actuellement au TNB. Et puis, très active en Finistère, puisque tu diriges les rencontres du ICE Festival, qui est à Saint-Jean-du-Doigt, qui est un festival de performance. C'est pas évident de résumer très rapidement ta pratique, mais je peux dire quand même que, généralement, on peut dire qu'un des axes forts de ta pratique, c'est de faire un lien entre l'intime et le politique. Il y a beaucoup de choses en relation avec ton histoire personnelle aussi, dans ta pratique. Et ce qu'on lit aussi sur ton travail, c'est de dire que tu développes un théâtre documentaire, où tu revendiques le pouvoir de la prise de parole sur scène, et laisse beaucoup d'espace en fait aux minorités, aux marges. Même tu dis, je cherche à mettre la marge au centre. Et donc, pour créer ça, plein de situations sont imaginées via les œuvres que tu proposes. Les écrits aussi, puisque tu viens d'éditer un ensemble de textes très récemment. C'est les éditions Les Solitaires Intempestifs. Les Solitaires Intempestifs, merci. Donc voilà. Aujourd'hui, on va pouvoir regarder ensemble plusieurs œuvres de la collection, mais je vais te laisser présenter les circonstances un peu particulières aussi. Mais vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté cet exercice. Et on a beaucoup de chance aujourd'hui de pouvoir t'entendre. Donc, merci. Merci à toi pour cette présentation et merci à Étienne et à toute l'équipe du FRAC pour l'invitation. Peut-être pour prolonger cette présentation, en effet, je suis plutôt une artiste de la scène, liée aux scènes de théâtre, de spectacles vivants, de performances, mais aussi très liée au cinéma et aux arts visuels, puisque là je viens de réaliser mon premier long métrage, mais j'avais aussi coécrit un autre long métrage il y a quelques années. Et donc ce dernier long métrage s'appelle « Brûler pour briller ». Je ne pensais pas commencer par ça, mais finalement je pense qu'il va y avoir un lien avec le reste. C'est un film que j'ai écrit et tourné à Saint-Jean-du-Doigt, dans le Finistère, depuis 2016, et qui revisite un rituel populaire ancien de l'imposition du doigt reliquaire de Saint Jean-Baptiste, puisque je me suis intéressée au nom de ce village dans lequel j'habite en partie. Et effectivement, ce village s'appelle Saint-Jean-du-Doigt parce qu'il est raconté qu'un certain Yves, en 1420, aurait apporté le doigt reliquaire de Saint Jean-Baptiste. Et il y a une procession au moment de la fête de la Saint-Jean, donc un syncrétisme païen chrétien, avec le traditionnel feu de la Saint-Jean qui correspondait à la fête du feu et du soleil, du solstice d'été, avant la christianisation de ces rituels. Et à ce moment-là, on sort la relique du doigt et il y a une procession dans tout le village. Donc moi, j'ai participé à cette procession, je me suis fait imposer le doigt reliquaire sur la paupière qui est censé guérir des maux d'yeux. Ce jeu de mots, je ne l'invente pas. Et au fil des années, j'ai écrit une fiction où j'ai imaginé que le fantôme de Yves et de la reine Anne de Bretagne, qui était aussi reine de France, qui est censée être venue à Saint-Jean-du-Doigt pour se faire imposer le doigt reliquaire, revenait 600 ans plus tard. Et j'ai proposé à
à François Chéniaud, qui est danseur et chorégraphe, de jouer le rôle de Yves, et puis à Christelle Poder, qui fait partie de la troupe des acteurs professionnels handicapés de l'Entresort, de jouer le rôle de la reine Anne-Bretagne. Et j'ai invité les habitants et habitantes de Saint-Jean et de Plougasnou à jouer leur propre rôle. Donc voilà, ce film, je suis en train de le présenter en ce moment dans des festivals. Et je pense que je commence par ça, sans du tout avoir prévu de parler de ça, parce que je pense que ça donne un aperçu de mes approches pluridisciplinaires, souvent ancrées dans un territoire, une relation et l'histoire d'un rituel ou d'un geste. Parce que ce qui m'intéresse souvent, c'est de dialoguer avec des personnes dans un territoire, avec des usages, avec l'histoire des gestes. Et donc là, c'est l'histoire d'un geste qui traverse les siècles. Et c'est la question évidemment de la mystique et de la magie. Et comment aujourd'hui, les personnes qui habitent dans ces villages, moi-même, se relient à ces histoires anciennes et inventent des formes de communion avec la nature et avec ce qui est plus grand que nous. Et c'est vraiment un lien très très fort à la mystique et au paysage. Donc la question, cette question du lien relationnel, c'est pour ça qu'on parle souvent de mon travail comme ayant un lien avec le documentaire, parce qu'en fait je m'intéresse souvent à quelque chose qui est à l'extérieur de moi et de ma pratique, et puis quelque chose du réel. Mais ce réel, pour moi, n'est pas séparable de la fiction, parce qu'encore une fois, ce rituel, pour moi, c'est une fable. Et c'est pourtant une fable qui finit par donner un nom à un village. Et je rends hommage à cette fable, en fait, en écrivant à mon tour une fable. Et j'ai souvent cette habitude de dialoguer comme ça avec cet imaginaire, avec ces fables. Je vous en parle aussi parce que alors je vais finalement faire tout. J'avais structuré pas mal de choses et finalement je suis partie par un autre chemin, donc je vais retomber sur ce que j'avais plus préparé. Donc on m'a invité à dialoguer avec la collection, l'exposition des œuvres exposées. Vu que mon travail est très lié à des questions politiques, même si je viens de vous parler d'un film qui est beaucoup plus du côté de la mystique et de l'imaginaire que du politique, explicitement, eh bien j'avais pensé plutôt à une partie de l'exposition où il y avait des œuvres en lien avec des questions politiques. Et là, je reviens à ce que j'ai été voir quelques œuvres juste avant. Je cherche le nom de ce photographe, parce que je voulais mettre en relation dans ce film dont je viens de vous parler, Brûler pour briller, Burn to Shine, eh bien je filme une séance de chamanisme et avec François Chéniaud et un chaman. Et j'ai fait un plan séquence, donc la question de comment on peut filmer un rituel ou on ne peut pas le filmer, comment on peut le photographier ou pas, c'est des questions qui m'ont beaucoup intéressée justement, puisque je m'intéresse à un rituel ancien, mais le chamanisme c'est un rituel contemporain. Et là, je me suis intéressée à une photographe, peut-être tu peux m'aider, j'ai noté, qui photographie des rituels. Plus, ouais, c'est 3 photographies. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un photographe, ok. Eh bien, en fait, si vous voulez, voilà, c'est Vasantan Yogananthan. Oui, c'est ça, ce sont des photographies que vous voyez dans la salle plus haut. On voit des portraits de jeunes hommes et jeunes femmes qui ont le visage peint, avec des couleurs très fortes. Et donc ce sont des personnes qui sortent d'une fête... comment ? Oui, Holi, qui est une fête où on rentre en transe. Et le photographe photographie des personnes qui, quand elles sortent
de cet état. Et donc c'est des moments en fait où les visages sont quand même assez hallucinés la plupart du temps. Le principe de cette fête, c'est que les gens une fête hindouiste, hein, et un des principes, un des rituels de cette fête, c'est de se balancer des pigments de couleur. Ouais, magnifique. Il y a une fête comme ça à Paris, à la Chapelle, c'est des fêtes indiennes où il y a des rituels comme ça collectifs de projection d'éléments. Et je me suis arrêtée à ça parce que je me suis dit, quand j'avais vu l'exposition sur les Yanomami à la Fondation Cartier, et j'en ai vu deux, une il y a une quinzaine d'années et une autre il y a 2 ans, autour de Claudia Andoujar qui filme les rituels. Je m'étais intéressée justement à cette interdiction de photographier. Les Yanomami étaient terrorisés à l'idée d'être photographiés et Claudia Andoujar, elle s'est faite adouber, même si elle est d'ailleurs aussi critiquée par certains ou certaines brésiliennes aujourd'hui. En tout cas, elle a été adoubée par les Yanomami parce que moi j'avais vu un des représentants spirituels des Yanomami qui était avec Claudia Andoujar et ils avaient vraiment une amitié et elle a plus de 90 ans et il y avait l'idée même qu'elle finisse ses jours avec la communauté, que ce rituel d'enterrement soit avec eux. Et en fait, elle a photographié des séances de chamanisme et elle a fini par se faire un peu adopter et elle s'est autorisée à les photographier. Puisqu'en fait, eux pensaient spontanément que la photographie empêchait le devenir et le parcours des âmes et des corps. Et qu'en fait, au contraire, il faut empêcher la réification de nos existences avec les objets, qu'il faut plutôt brûler les objets et ne pas photographier parce que ça empêche le trajet spirituel. Et je pense que je vous raconte tout ça parce que je suis très liée à la question à la fois des rituels, de la transformation, de la transmutation. Ce pourquoi j'ai filmé une expérience de chamanisme où le personnage de Brûler pour briller rencontre l'esprit de Saint Jean. Et pour le chaman, il lui dit très sérieusement, Saint Jean est un esprit ancêtre, on peut le rencontrer. Et ce n'est pas une fable, ou en tout cas c'est une fable sérieuse. Et ça m'intéresse de voir dans quelle mesure le cinéma peut rendre compte de quelque chose de cette transe, de cette transmutation des corps, ou échoue à le faire. En tout cas, ce n'est pas moi qui donnerai la réponse, ce sont les personnes qui voient le film ou qui vivent l'expérience de la transe qui peuvent en parler. Et ces photos qu'on pourra aller voir ensemble tout à l'heure, en tout cas, rendent compte de une expérience de transformation et de transmutation. Et je pense que j'ai commencé aussi par ça parce que, en fait, entre le moment où j'ai été invitée et puis ce week-end, il y a une personne que je connaissais qui s'est suicidée vendredi et qui est un artiste de la collection du FRAC, qui est Meryl Lévis. Et du coup, j'ai demandé à Étienne et à l'équipe si c'était possible de sortir des œuvres. Et Meryl Ferry-Lévis, en fait, avait l'habitude de travailler sur la transformation et la métamorphose. Et donc là, c'est une de ses œuvres, un masque, qui sort de la collection, spécialement pour nous aujourd'hui. Et je me suis dit que c'était une belle occasion de lui rendre hommage et puis de dialoguer avec cette question de la transformation et de la transmutation. C'est une question qui m'importe beaucoup, comment on dialogue avec les morts et les mortes, ou nos disparus, aimés ou inconnus, mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on invente comme rituel pour se connecter à elles ou à eux. Et effectivement, je ne sais pas si vous connaissez le livre Au bonheur des morts de Vinciane Després. C'est une philosophe qui justement réfléchit à cette question du deuil en disant mais ce modèle du deuil il est un peu pauvre finalement, on a toujours l'injonction à faire notre deuil et puis voilà, il y aurait un début et une fin et puis c'est comme si on se guérissait de nos chagrins
Et au contraire, est-ce qu'il ne faut pas inventer un autre rapport aux personnes qu'on aimait et qui sont à présent mortes et considérer qu'elles vivent autrement à travers nos gestes, à travers des situations et que peut-être au contraire, elles se manifestent à nous et qu'on doit considérer leur mode de manifestation et inventer des dialogues vivants. Et donc, Meryl, j'étais moi-même en train d'ouvrir une exposition au FRAC de Nantes avec ma dernière création avec une plasticienne H. Alixanias en dialogue avec l'œuvre de Gina Pan, qui est justement beaucoup autour de la question mystique, cosmologique, etc., avec beaucoup de rituels aussi. Et j'ai appris donc la disparition de Meryl. Et Meryl, en fait, Meryl... Meryl a développé beaucoup de rituels, puisqu'il y a un concept qui s'est pas mal développé autour du milieu queer, de toute la question de la transidentité, des minorités de genre, puisque Meryl faisait partie de la communauté LGBTQI et mettait beaucoup ça en avant dans son travail, dans sa vie, avait organisé même des performances collectives avec des drag shows, etc. Et lui-même construisait des costumes, des masques, où en fait il mettait en scène et en jeu, c'est assez vertigineux de parler de ça aujourd'hui, il mettait en scène et en jeu la disparition. C'est-à-dire qu'il se transformait, revêtait des costumes qui tendaient à travailler le devenir, je ne sais pas, mûr, le devenir végétal, le devenir animal, le devenir tapisserie. Enfin, il aimait se fondre dans un décor ou s'anonymiser, c'est-à-dire qu'il était une silhouette dans un dispositif ou dans un musée et revêtait un costume mais qui masquait son visage, c'est-à-dire que c'était un masque comme celui que vous pouvez voir là. Enfin, si vous voulez, vous pourrez vous en approcher, ou vous pouvez vous en approcher maintenant d'ailleurs, si vous le souhaitez. Et peut-être vous avez envie de dire des choses sur... Non ? Oui, tu as un micro. Mais n'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions au fur et à mesure. Si, ça marche. Oui, moi j'ai le micro, mais c'est un micro mobile. Hein, voilà. Que je peux... Et... C'est une œuvre qui date de 2015. Ouais. Qui appartient à une série qui s'appelle Camp. Et donc, peut-être, est-ce que tu peux nous dire de quelle manière toi tu relis ça avec ta pratique? Est-ce qu'il y a des choses qui te semblent rentrer en relation? De quelle manière, par exemple, quand tu vois cet objet-là, tu penses à des choses que tu fais toi ou Peut-être pas directement cette œuvre, c'était plutôt sur les autres. En tout cas, moi je me sens très proche de ce travail. Moi je ne parle pas là aujourd'hui en tant que spécialiste du travail de Meryl. Il se trouve que je connaissais, que c'était plutôt un copain, mais je ne suis pas historienne de l'art ou critique, c'était plutôt l'occasion de se relier à sa pratique et vu qu'il vient de partir, de partager ensemble une partie de la collection, mais je n'ai pas la prétention d'avoir un discours sur son travail. En revanche, là, je peux dire quelque chose où je me sens proche. Une grande partie de mon travail tourne autour des identités, des minorités de genre, des minorités politiques, des minorités linguistiques. Je suis inscrite très fortement dans la communauté queer, LGBTQI. Je travaille beaucoup sur l'identité relationnelle et ce dont on parlait tout à l'heure, je dirige des rencontres pluridisciplinaires à Saint-Jean-du-Doigt et à Plougasnou dans le pays de Morlaix où j'invite des artistes avec différents médiums
et où le thème est l'autoportrait A. Et cet autoportrait A, effectivement, ça me semble pouvoir dialoguer avec beaucoup d'endroits que creusait Meryl sur cette question d'expérimenter un être au monde de la métamorphose. D'ailleurs, j'ai une liste d'autoportraits A, puisque ça fait maintenant 8 ans que j'explore ça avec d'autres artistes intervenants et intervenantes. Et il y a un autoportrait à la métamorphose, un autoportrait à Yel, donc ce pronom du Yel et de l'exploration de transidentité, de transformation, de transmutation. Évidemment, c'est au cœur à la fois de mes propres œuvres et gestes, puisque je considère que inventer des rencontres avec d'autres, c'est aussi pour moi un geste créatif. Ce n'est pas que écrire un texte ou faire une pièce de théâtre ou un film, c'est aussi inventer des situations relationnelles où on se rencontre autrement. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment notre identité se révèle à l'endroit paradoxal de la disparition. Comment la visibilité de minorité s'exprime à travers l'invisibilisation. Toutes ces dialectiques, je les trouve toujours très passionnantes. C'est-à-dire que finalement, face à des formes de domination, d'oppression, nous inventons des stratégies d'existence. Et ces stratégies d'existence, elles empruntent parfois le détour paradoxal du masque. Moi, j'appelle ça, par exemple, dans Autoportrait à ma grand-mère, c'est une pièce que je tourne beaucoup depuis 5 ans, où là, je suis sur scène en dialogue avec ma grand-mère Julienne Le Breton. Et à un moment donné, je parle du secret comme une stratégie de résistance. Et le secret par rapport à quoi? Par rapport à la langue bretonne. Ma grand-mère parlait breton, et elle parlait surtout breton, et à un moment donné, elle n'arrête pas de dire qu'elle ne parle pas breton, ou qu'elle ne parle plus breton. C'est comme si elle se cachait du fait de le parler. Et finalement, c'est pour moi une stratégie, ce que j'analyse, parce que c'est un texte où je me connecte à une disparue aussi de manière présente et vivante, et où je me rends compte que le secret est une stratégie, une forme de résistance. C'est de dire je ne parle pas breton alors qu'en fait tu le parles. Est-ce que c'est pour cacher le fait qu'elle le parle? Et je découvre que non. C'est plutôt qu'elle, d'une certaine façon, elle se le cache presque à elle-même. C'est-à-dire que le secret, je m'étais renseignée en faisant pas mal de recherches sur le secret. Contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, le secret, c'est pas cacher quelque chose à quelqu'un. C'est souvent inventer des stratégies où quelque chose nous échappe, mais finalement existe sur le mode de la négativité. Et je pense que le travail de Meryl est beaucoup lié à cette question comme ça de la soustraction, ou exister sous une forme négative. Mais exister sous une forme négative, c'est quand même exister. Et j'ai un cher ami qui était vraiment un des grands amis de Meryl, qui est un critique d'art et philosophe, qui a travaillé sur la plasticité cérébrale, qui s'appelle Florian Guettet. Et du coup, je lui ai demandé de m'envoyer un des textes qu'il avait écrit sur Meryl quand j'ai appris avec Florian Guettet la mort, la disparition de Meryl. Et donc j'ai lu un texte qu'il a écrit avant de venir pour me plonger un peu dans quelques réflexions, et où il insiste beaucoup sur ces stratégies de métamorphose, de transformation et du monstrueux, et comment échapper au déterminisme naturaliste ou biologique, où finalement il avait tout un bestiaire, Meryl, et cette façon finalement d'investir aussi des motifs animaliers ou animalistes ou végétaux. Et finalement, c'est cette question de défaire le genre, mais aussi défaire l'espèce humaine. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est, moi, au centre beaucoup de mon travail. La dernière
création que j'ai faite là en co-réalisation, bah, je viens de la créer là, qui est au FRAC de Nantes, qui va être exposée pendant 3 mois. Ça s'appelle donc Last Co. C'est un jeu de mots avec le film de Kelly Richard, The First Co. Et puis là, évidemment les grottes de Lascaux, cette traversée du temps. Et c'est une installation qui explore notre lien à l'animal, et en particulier aux bovins et aux bovines. Et moi, ça m'intéresse énormément de sortir d'une construction anthropomorphique de l'existence et d'être toujours spéciste. C'est-à-dire que je pense que moi, je suis devenue antispéciste adolescente et végétarienne par la même occasion. Et cette question de défaire le point de vue humain et de construire un monde plus holistique où la question du surgissement du végétal, du cosmos, de l'animal, dans un devenir justement mutant, m'intéresse tout autant que les questions de genre ou défaire le genre au sens de la communauté queer et LGBTQI. C'est-à-dire, pour moi, c'est indissociable, cette question de ces transmutations. Et je me rends compte que dans mon travail, c'est peut-être dans le cinéma que j'explore le plus cette question de la transmutation dans un monde plus naturel et magique et performatif, puisqu'effectivement, moi, je suis en lien avec la scène. Et Meryl, je pense que j'ai l'impression qu'il l'exploitait lui aussi à la lisière. Cette question d'être à la lisière entre l'œuvre et la non-œuvre, entre l'humain et le non-humain. Il aimait s'installer dans un musée, quelque part, endosser un costume et en quelque sorte apparaître en disparaissant. Donc ça, c'est ce jeu de l'apparition et de la disparition qui me semble très, très intéressant à penser pour nous aujourd'hui, d'autant plus qu'il a choisi de disparaître, mais il réapparaît très vite. Et l'autre aspect avec lequel je pourrais dialoguer, qui est moins du côté de la magie ou de la mystique, mais qui est tout autant lié au jeu de rôle, et à la question des minorités, c'est ce que moi j'appellerais l'inversion des stigmates. Je ne sais pas si cette expression fait sens pour vous, enfin en tout cas pour les personnes qui ne la comprendraient pas. Les stigmates, finalement, c'est un terme qui vient du christianisme, les stigmates du Christ. Et quand on parle d'inversion des stigmates, c'est par rapport à cette question de stigmatiser des êtres stigmatisés, donc qui souffrent de stigmatisation, soit de formes d'exclusion, de discrimination. Et dans la communauté LGBTQI, c'est quelque chose qui est très présent, évidemment. Comment inverser le stigmate, c'est-à-dire les insultes homophobes, ou lesbophobes, ou transphobes. Et donc ça, c'est quelque chose qui, moi, qui m'importe beaucoup. Et Meryl était très liée aussi à cette question. Et donc je vais vous parler d'une autre œuvre que vous pourrez descendre voir. Alors là, je vous montre une petite photo. C'est la dernière fois que j'ai vu Meryl. En fait, on avait beaucoup ri avec des casquettes. C'était lors d'un vernissage autour de Pierre Molinier. C'est une revisitation de l'œuvre de Pierre Molinier. Donc ça réunissait énormément d'artistes qui exploraient des questions quand même liées aussi aux minorités. Et en fait, Meryl portait cette casquette Ploud Fagotte. Et effectivement, il y a cette question de la fierté d'être une pédale ou d'être un PD. Et à côté, c'est Alix Sanias avec qui j'ai fait la création au FRAC de Nantes, et qui d'ailleurs est intervenue au FRAC de Rennes aussi, je crois. Et je suis sûre. Et il y avait une casquette Go Vegan, Eat Pussy. Et donc on avait un peu ri avec ces jeux de rôle de casquettes, avec des échanges de casquettes. Et en fait, je vais vous montrer d'autres choses après.
Donc moi, je voulais vous parler d'autoportrait à ma grand-mère, mais en dialogue avec Meryl. Donc moi, je vais revenir à Meryl et avec le lien et l'inversion du stigmate et l'œuvre qui est sur la table. Là, je voulais vous montrer donc ces deux photos que j'ai choisies où je suis sur scène en dialogue non seulement avec ma grand-mère, mais avec Claude Carin, que vous devez connaître, hein, qui est une photographe qui s'est photographiée à Jersey et qui s'est pas photographiée, qui se met en scène elle aussi. D'ailleurs, c'est assez étrange avec ce masque par rapport à aujourd'hui et cette question de la transmutation ou disparition. Et elle travaillait avec sa compagne Marcel Moore. Et pendant l'occupation, elles avaient toutes sortes, à Jersey, l'occupation allemande, elles avaient inventé des stratégies de résistance où elles allaient déposer elles faisaient des actions, en fait, elles écrivaient sur les tombes, parce qu'il y avait un cimetière à côté de leur maison, ou écrivaient des choses sur les murs dans la petite chapelle, et ou autrement, elles annonçaient la fin de la guerre en écrivant des petits mots qu'elles mettaient dans les poches des soldats allemands. Donc en tout cas, elles avaient toute une petite activité pendant plusieurs années de hacking. Et moi, je voyais derrière, c'est écrit « trouble dans le genre ». Donc moi, j'explore cette question de l'identité en dialogue avec ma grand-mère, Julienne Le Breton, et en dialogue avec d'autres figures qui me précèdent. Et je ne vais pas vous raconter ma performance parce que ce serait un peu laborieux, mais je voulais en venir aussi à ça. À un moment donné, j'aborde un des chapitres, parce que c'est un livre qui est publié maintenant au Solitaire Intempestif, et j'ai un chapitre donc, qui s'appelle « Coming Out Mémé ». Et là, ça rejoint un peu l'endroit performatif aussi de Meryl. Finalement, j'ai écrit ce chapitre « Coming Out Mémé », où finalement, dans la communauté LGBTQI, il y a cette injonction au coming out, surtout dans une version, on va dire, occidentale. Et moi, j'explore le fait qu'il y a une injonction faite dans ma famille à ne pas le dire à ma grand-mère, parce qu'elle est jugée trop vieille. Et moi, j'étais assez proche de cette grand-mère, Julienne Le Breton, et donc je décide quand même que j'ai envie de partager ça avec elle, de lui dire, bah voilà, avant j'aimais des garçons, j'étais avec des garçons, et là j'ai rencontré une femme, et j'avais envie de partager cette nouvelle avec elle. Donc je fais le récit de ce coming out qui signifie révéler du coup notre orientation sexuelle, et ce qui est supposé normalement être tu, ou ce qui était supposé être tu, parce que on peut dire que c'est en train de changer un peu dans la société, mais pendant longtemps, l'injonction faite, qui nous était faite systématiquement au silence, où on pouvait exister, mais dans des formes toujours de silenciation. Et ce qui est intéressant que j'ai découvert, c'est que moi qui joue sur scène, habituellement je ne suis pas sur scène, c'est-à-dire je suis metteuse en scène, je suis autrice, je suis cinéaste, et là, finalement, je suis allée sur scène avec Autoportrait à ma grand-mère, et donc je performe, c'est-à-dire que chaque soir, c'est quand même différent, même si c'est écrit. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on performe? Il y a quand même cette singularité, cette unicité d'un geste lié à un public, au vivant, à de l'éphémère, et à une forme de prise de risque aussi. Et pourquoi? Parce que finalement, à chaque fois que j'ai ce chapitre coming out mémé, je reproduis et je rejoue ce coming out. C'est pas simplement que je suis en train de raconter quelque chose de ma vie ou quelque chose du coming out, c'est qu'à chaque fois que je joue ce chapitre, je refais le coming out devant un nouveau public, avec l'exploration de l'homophobie intériorisée, de l'homophobie latente, qui peut exister encore, évidemment. Et cette question de l'inversion du stigmate, dont je parlais tout à l'heure, c'est une opération
performative, justement, comment, grâce à une organisation symbolique, à un geste formel, à une invention formelle, quelque chose va se déplacer et finalement va être reconsidéré ou positivé. Et en tout cas, il y a une opération de transformation et souvent, ça consiste dans le milieu queer à reprendre les insultes, pas pour nous, mais faire que ce qui était de l'ordre d'une insulte devienne une fierté. C'est comme ça que bitch, salope, enfin toutes les insultes qui sont faites aux femmes dans des approches sexistes ou misogynes, l'inversion du stigmate dans des mouvements féministes, c'est pareil, ça va être le fait de reprendre, de dire bah oui, je suis une grosse bitch, au sens de la fierté, de transformer en fierté ce qui était une insulte. Et dans les mouvements féministes, dans les mouvements transféministes, dans les mouvements queer, c'est très habituel, c'est dans toutes les manifestations, dans tous les gestes de fierté. La Pride implique toujours de reprendre toutes les insultes qui nous sont faites et de s'afficher avec ces insultes en étant fier de l'être. Fier d'être une grosse pédale, fier d'être une salope, fier évidemment dans un pied de nez à la domination sexiste ou patriarcale ou hétéronormée ou que sais-je. Et j'ai voulu vous parler de ça parce que Meryl, il y a une œuvre qui est sortie des réserves aujourd'hui, qui s'appelle, elle s'appelle comment d'ailleurs, c'est des cartes postales, c'est un ensemble de cartes postales. Il y a une carte postale d'ailleurs qui s'appelle justement Tapette, et c'est un peu le même, ce dont je viens de parler. C'est-à-dire que d'un coup, au lieu que ça soit simplement une insulte, ça devient une fierté. Oui, je suis une tapette et fière de l'être. Et puis là, il y a toute une série où c'est écrit. Vous pouvez descendre voir hein, si vous voulez. D'ailleurs, c'est plus. Je ne vais pas faire une conférence non plus, hein. Mais il y a bâtard, grosse pédale, sac à merde, poufiasse, connasse, fils de pute, bâtard, consanguin. Et il reprend ces insultes ce qui peut être considéré comme vulgaire. Il détourne le code de la vulgarité en mettant ces insultes, en les inscrivant sur des cartes postales qui sont comme des motifs de tapisserie. Là, c'est marqué grosse pédale, mais le motif c'est une tapisserie, donc c'est comme si on avait une tapisserie classique avec l'insulte qu'il a mise au centre. Et en fait, il travaillait beaucoup sur les motifs de tapisserie. Et d'ailleurs, parfois, il se fondait dans un décor de tapisserie. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, parce que tu as le micro. Hein. Parce qu'encore une fois, c'était pas un ami proche et je ne connaissais pas non plus tant que ça son œuvre. Donc, ce qu'on peut dire, au moins, pour cette pièce-là, qui procède de la tapisserie, c'est un masque, effectivement, tu l'as dit, mais c'est aussi un masque intégral, je ne sais pas comment on appelle ça, mais qui cache complètement le visage, qui fait référence, tu parlais d'invisibilité et de comment est-ce qu'on porte, on essaie de s'invisibiliser, tout en se parlant d'une tapisserie, d'une houppette animal, je ne sais pas ce que c'est comme bestiole, enfin c'est du faux, mais c'est quoi, c'est du vison, quelque chose comme ça, les pampilles, etc. Et évidemment, c'est un masque qui renvoie aussi à des choses qui sont assez stigmatisantes, et en tout cas, souvent, tu parlais de stigmatisation, et on considère, certaines personnes considèrent le
sexualité comme une pratique déviante qui peut aller jusqu'au SM. Et donc là, évidemment, c'est aussi un masque qui renvoie à certaines pratiques nocturnes, pas que nocturnes d'ailleurs, spécifiques, disons ça comme ça, et pourtant avec une approche complètement sophistiquée, parée, ultra visible, donc ultra non invisibilisée. Et voilà, et puis avec quelque chose de très intéressant, je pense, dans une collection aussi, c'est-à-dire que toute cette histoire de la tapisserie, c'est évidemment une histoire de l'art, et il y a un jeu d'investir, tu le disais, en performeur, et donc aussi en forme, d'investir les collections, les musées, d'investir de son corps, et en se parant, ou en tout cas en mettant ses œuvres, en performant ses œuvres, en pratiquant quelque chose qui vient associer son œuvre et son corps à une question d'histoire de l'art et d'histoire des formes. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'y vois. Et puis aussi de rapprocher, peut-être, d'historiciser les choses. De mettre son corps ce qui s'est passé vendredi prouve encore plus qu'il ne le fallait, le fait qu'un corps, c'est loin d'être pérenne. Alors que l'histoire de la tapisserie, ça renvoie à toute une histoire. Là, on est quelque chose, on est dans le grand siècle et dans quelque chose d'assez qui renvoie à des formes du passé, ou en tout cas des formes des châteaux, etc. Et de quelque chose peut-être de se projeter dans des contextes auxquels on n'appartient pas. C'est aussi un moyen de se ininvisibiliser. Je crois que je vais essayer d'y arriver de façon un peu plus fluide à terme, mais là c'est pas encore le cas. Oui, ça fait écho dans le milieu queer et dans ces questions autour des identités, moi qui sont des questions qui m'intéressent beaucoup, comment finalement l'identité se construit à partir de l'autre et avec l'autre, et même la primauté de l'autre. C'est un terme qui s'est répandu aussi autour de l'invisibilisation, c'est la désindividuation, ou même carrément la désidentification. C'est-à-dire que au lieu d'aborder l'identité à partir de jeux de rôle autour de l'identification, c'est au contraire la désidentification. Et c'est le titre d'un essai, je crois que c'est Oscar Munoz, c'est quelqu'un de... Oui, je crois que c'est ça, désidentification. Et je regarde juste 2-3 choses parce que par rapport à Meryl, et sinon je vais continuer à vous parler de... Oui, Florian donc Guettet, qui a écrit un texte, enfin plusieurs textes avec Meryl, ou sur le travail de Meryl. Donc il parle du fait que finalement il y a des déformations, qu'il met en scène des déformations par excès et par défaut. Et ça, je trouvais ça intéressant par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a des formes d'identification, d'identité par la négative, comme je vous disais par rapport au processus du secret, où quelque chose s'invente de soi-même dans la dissimulation, et que c'est un mode d'être aussi, et qui n'est pas de l'ordre du mensonge, qui est de l'ordre d'une performativité de soi avec l'autre et le monde. Et là, j'ai trouvé ça intéressant parce que Florian, il travaille beaucoup sur la question de plasticité cérébrale, comment nos identités, c'est des formes plastiques de transformation. Et la plasticité négative, c'est effectivement construction formelle par destruction, où il dit que Meryl donne corps à des morphologies anorganiques, qui ne sont pas mortes, mais qui sont soumises à des lois différentes de l'ordre naturel, où les personnages sont souvent morcelés, amputés, étêtés, et avec des humanités réduites parfois à des paires de jambes. Et d'ailleurs, je crois me souvenir que la dernière fois que on s'est vu avec Meryl, c'était au printemps pour l'exposition autour de Pierre Molinier, je crois qu'il avait effectivement disposé une de ses sculptures qui était un peu
la poursuite un peu espiègle de sa façon d'apparaître en disparaissant, s'était posé tout en haut d'une paroi. On pouvait visiter l'exposition et éventuellement ne pas voir son œuvre. C'était une sorte de paire de jambes qui évidemment était en dialogue dans mon souvenir. Hein. J'espère que j'invente pas tout parce que c'est plus de l'ordre du souvenir. Mais vu que Pierre Molinier était fétichiste des jambes et mettait beaucoup ça en scène dans son œuvre, je crois qu'il y avait ce dialogue-là. Et c'était pas une sculpture entière, mais une paire de jambes, mais qui était posée un peu sur les hauteurs, comme ça, presque d'une simèse, un peu par effraction. Et sinon, une plasticité excédentaire, hypertrophiée, accumulation, où on favorise l'énorme, c'est-à-dire le hors de la norme. Donc voilà, moi ce que je pourrais dire par rapport à tout ça, c'est rapporter à mon propre travail d'inversion du stigmate. J'avais juste envie de vous montrer une dernière image d'autoportrait. Ah oui, alors là c'est les colonisés de l'intérieur. Enfin, c'est moi qui, avec le titre derrière, pardon, j'ai pas trouvé d'autres, mais j'ai un chapitre dans mon livre où je parle de ce concept des colonisés de l'intérieur, où finalement, par rapport à la Bretagne, j'explore le fait qu'on n'a pas assez pensé le fait qu'il y avait eu un impact de cette colonisation qui a fait naître une honte de soi liée à l'abandon de la langue bretonne. Et du coup, j'explore l'héritage de la colonisation de l'intérieur, comment finalement il y a eu cette stigmatisation qui ne concerne pas que soi. C'est pour ça que c'est intéressant de parler d'identité relationnelle, c'est des formes d'identité sociale. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne toute seule qui est stigmatisée. En général, ça travaille plutôt une histoire collective, une communauté qui porte parfois en tout entier les stigmates. Et comment finalement dans les approches sociologiques, la Bretagne et les Bretonnes et les Bretons sont porteuses ou porteurs de cet héritage de la colonisation de l'intérieur qui signifie aussi une forme de honte, de culpabilité, et comment dans la littérature française a été véhiculée une image très stigmatisante des Bretons et des Bretonnes comme des personnes un peu incultes, les bouseuses, la bécassine, comment pendant la Première Guerre mondiale, les Bretons sont massivement envoyés au front avec les Congolais, parce que c'est de la chair à canon, parce que les personnes ne parlaient pas beaucoup français. Donc je revisite l'histoire sociale et politique à travers un ancrage intime, avec l'idée de ne pas forcément m'enfoncer dans le stigmate ou la victimisation, mais à travers cette exploration, de défaire le stigmate ou d'amener des formes d'écart, de dialogue vivant avec ça. Et du coup, j'en viens à cette dernière image, où c'est une image de danse, où à un moment donné, en fait, j'explore aussi, ça résonne encore une fois là avec Meryl, mais le poids du suicide en Bretagne qui est très très élevé. Il y a beaucoup d'études de sociologues là-dessus, et notamment beaucoup de suicides avec des pendaisons. Et moi, j'ai grandi dans le Morbihan avec beaucoup de récits de pendaisons. Donc évidemment, la corde au cou, c'est l'étouffement, c'est l'empêchement à dire, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est quand même assez limpide. Et je ne fais pas de rapprochement avec Meryl, je ne sais pas du tout comment... en tout cas, je sais qu'il a choisi de mourir, mais je ne sais pas quelles sont les conditions. Donc je ne voulais pas rapprocher ce que je suis en train de dire de la mort de Meryl. Mais par contre, moi, j'explore cette question puisque je suis en lien très fort avec plusieurs personnes autour de moi qui se suicident par pendaison, soit les voisins, soit un artiste brut que je connaissais très bien, qui voulait que je m'occupe de son œuvre et qui avait prévu de se suicider, Jean Gras, et des personnes dans ma famille. Et quand j'avais joué autoportrait à ma grand-mère à Brest, il y a plein de gens qui m'attendaient au bar du Quartz, et puis plusieurs m'avaient dit « mais
merci, nous avons toutes et tous des pendus dans nos familles. C'était fort cette phrase, parce que d'un coup, encore une fois, pour moi, l'intime et le politique, c'est articuler des sphères intimes et collectives. C'est pas pour moi le récit de soi, c'est articuler quelque chose de soi qui travaille avec la part de l'autre en soi et la part de soi en l'autre. Et c'est comme un miroir tendu. Et pourquoi je vous raconte cette histoire ici de pendaison? Parce qu'encore une fois, c'est par rapport à l'inversion du stigmate. Qu'est-ce qui se joue à travers ces formes de silenciation qui font que d'un coup, en région Bretagne, il y a cette pratique de la pendaison qui a été ou qui est très élevée? Qu'est-ce qu'on a en héritage? Et qu'est-ce que j'ai en héritage, moi, dans ma famille, autour du silence, de ces silences? Donc cette question, pour moi, de la fonction de l'art ou de la performance comme un endroit de lever du déni, ou d'inventer des formes qui travaillent cette question, en tout cas. Et cette danse, pour moi, est très importante. Vous voyez, il y a une corde au sol, et c'est une corde qui est suspendue pendant toute la performance, et où j'explore vraiment cette question d'un héritage un peu pesant et lourd, qui n'est pas que celui de ma famille, évidemment, mais de l'histoire, quoi, finalement. Et comment, à un moment donné, dans nos vies, que l'on soit artiste ou pas, comment on invente des formes libératrices, cathartiques, qui peuvent être discursives, qui peuvent être des situations libératrices, et comment finalement la parole qui circule dans nos amitiés, dans nos amours, dans nos familles, permet parfois de lever ces formes d'oppression. Et pour moi, très clairement, je ne savais pas très bien pourquoi j'avais cette obsession de la corde et pourquoi j'avais cette obsession de faire cette performance avec la corde. Et avec surtout une musique techno-indus très forte, très violente, enfin très violente comme une techno-indus, un endroit finalement, un moment cathartique où je ne suis plus dans le côté analytique, langue un peu conceptuelle, mais où il y a un moment de dépense et cette corde où je rejoue sur scène, encore une fois, ce que je raconte être la première performance de ma vie, où à 5 ans, j'ai demandé à ma cousine d'aller dire à ma mère, à ma grand-mère et à ma tante que je m'étais pendue. Donc je reviens à l'âge adulte, sur scène, sur un acte qui était comme une petite performance, puisque quand on est enfant, on invente toutes sortes de jeux, de théâtre, de performances. Et c'était finalement une performance, puisque je m'étais allongée, j'avais dit, ça y est, je suis morte, je suis pendue. Mais je ne savais même pas ce que c'était. Donc je rejouais dans mon corps quelque chose dont on ne parlait pas explicitement, mais qui me pesait à l'âge de 5 ans, puisqu'il était interdit d'expliquer, mais néanmoins je le vivais. Et pour moi, c'est un geste cathartique, je pense, mais au-delà de moi, je pense que c'est comme un rituel, on y revient, c'est comme un rituel cathartique, où d'un coup il y a une musique plus de la trance, encore une fois, de techno-indus, et où cette corde, où je rejoue la scène où j'avais mis la corde autour de la taille, finalement ça devient comme une sorte de lasso, où je danse avec, et je m'en libère, quoi. Mais je me libère finalement du poids de l'asphyxie. Donc voilà, j'avais envie de retraverser un peu ces questions d'inversion du stigmate, des minorités visibles, invisibles, et de qu'est-ce que c'est que visibiliser des minorités auxquelles on peut appartenir ou pas. Il y a toutes sortes de... En tout cas, moi, j'explore ces choses-là à partir de là où je suis, c'est-à-dire personne assignée femme à la naissance, avec ce choix effectivement d'orientation sexuelle, avec la bretonitude, la langue perdue, etc. En tous les cas, j'explore ces questions-là dans mon travail, mais je ne fais pas que ça. Là, je vous parle de cette performance que je joue depuis plusieurs années, que je viens de jouer là
au rond-point à Paris, que je vais rejouer l'année prochaine. C'est comme si elle ne devait jamais s'arrêter. Là. Ça fait des années que je la joue. Et puis pour ouvrir à une autre dimension de mon travail qui est en dialogue avec cette salle on peut aller voir ensemble après avec des œuvres plus politiques. J'ai un théâtre effectivement assez politique au sens, même là, autoportrait à ma grand-mère, c'est à la fois très intime, mais c'est aussi, d'un coup, ce chapitre décolonisé de l'intérieur, c'est explicitement une question politique et d'histoire politique que j'engage dans une forme scénique. Et là, je peux vous parler de une de mes dernières créations que j'ai présentée au Festival d'Avignon l'été dernier et que je vais rejouer au Théâtre National de Bretagne en avril, du 9 au 13 avril. Et ça s'appelle Dispac Dispar. Et ça veut dire, c'est un titre breton. Donc quand je vous disais que j'ai été rattrapée par cette question du breton, c'est-à-dire que même dans des formes qui ne parlent pas de la Bretagne, finalement j'ai eu le désir de donner un titre breton. Dispac en breton, ça veut dire ouvert, défait, désordonné. Dispar, agitation, révolte, révolution. Et c'est le début de la pièce Dispac Dispar, puisque c'est un quadré frontal et je prends la parole pour ouvrir à cette expérience. Et Dispac Dispar, je me suis intéressée à un acte d'accusation du tribunal permanent des peuples, qui est je vais vous montrer les petites choses en même temps que je vous parle. Voilà, c'est la forme scénographique de Dispac Dispar. Donc là, vous voyez, on n'est plus trop dans l'intime, c'est une grande agora collective. Et j'ai souhaité mettre en scène cet acte d'accusation du tribunal permanent des peuples, et c'est une session à laquelle j'ai assisté en janvier 2018, consacrée à la violation des droits des personnes migrantes et réfugiées. Et c'est le Gisti et 40 associations qui se dédient aux droits des exilés et des étrangers, des réfugiés ou demandeuses et demandeurs d'asile, qui, face aux violations systématiques exercées par l'État français ou les États européens, ou les États dans le monde, décident de se réunir et de former comme ça une session du tribunal permanent des peuples, qui est un tribunal d'opinion, un tribunal citoyen, qui existe depuis 1979. Il y a par exemple le tribunal, une session qui est dédiée à la violation des droits du peuple arménien, une session du tribunal permanent des peuples dédiée à la violation des droits du peuple palestinien. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste, mais on va dire que c'est un peu le tribunal des causes perdues et désespérées. C'est-à-dire, c'est vraiment quand on se dit, mais il faut vraiment qu'on se réunisse pour produire un contenu de réflexion et de résistance, ensemble, produire du contenu qu'on essaye ensuite de faire remonter aux plus hautes instances de l'État ou de nos institutions. Donc moi, je suis très liée à la question aussi des minorités politiques et des demandeurs et demandeuses, à la violation des droits des demandeurs et demandeuses d'asile, et j'en parle d'autant plus facilement là que il y a cette journée qui approche, hein, le 18 décembre, ça va être une mobilisation nationale contre la loi Darmanin, et il y a énormément là de réunions, de mobilisation en cours. Et donc là, j'ai voulu prolonger le geste de cette session sur scène, en me disant, mais finalement, est-ce qu'une scène de théâtre pourrait pas être un levier politique et un levier de résistance? Est-ce que finalement, aujourd'hui, on n'a pas un manque d'espace d'écoute et de parole? Parce que sur la plupart des sujets, on est totalement assommé d'informations, d'articles, d'images, de vidéos, et on est là sur les réseaux, sur Internet, et il y a un espèce de flux qui fait qu'on a beaucoup de mal à se mobiliser avec concentration et intensité ensemble, sauf si on est
militantes et militants, où là, on invente des espaces. Mais autrement, c'est finalement, on a quand même beaucoup de mal à ouvrir ces espaces. Et donc, je me suis dit, mais peut-être qu'une scène de théâtre pourrait devenir cet endroit où entendre une langue juridique, parce que le tribunal permanent, l'acte d'accusation dont je viens de vous parler, c'est une langue juridique. Et je me suis dit, mais je cherchais une autre image. Ouais. Finalement, c'est pas très bien cadré tout ça, mais je vais vous montrer d'autres photos. Finalement, cet acte d'accusation, moi je me suis dit, c'est bizarre, les humaines ont inventé une langue de résistance qui est une langue juridique à laquelle presque personne, que personne presque comprend, par les personnes qui ont fait du droit. C'est très difficile de se mobiliser, de pouvoir utiliser la langue juridique. Dès qu'on essaie de rappeler d'un article, c'est très difficile. Et je me dis, mais peut-être une actrice qui porterait l'acte d'accusation pourrait nous permettrait d'entendre un acte d'accusation qui est âpre et rude à écouter. Et donc, j'ai mis en scène cet acte d'accusation, mais je n'ai pas fait que ça, j'ai proposé des expériences de pensée, et surtout, j'ai construit un diptyque. Où en fait, je me suis dit, mais prolonger le tribunal permanent des peuples, c'est inviter des citoyens et des citoyennes de la société civile sur scène. Donc j'ai rencontré le boulanger Stéphane Ravaclet, que vous connaissez peut-être, de Besançon, qui a fait, voilà, il est là, à droite, qui a fait une grève de la faim pour obtenir la régularisation de son apprenti. Et Stéphane, on est devenus maintenant amis parce que ça fait c'est une création en 2021. En fait, j'ai entendu, il faisait sa grève de la faim quand moi j'étais en train d'écrire cette pièce à Besançon. L'actrice Élise Marie, est de Besançon. Et il se trouve que ce projet est devenu très lié à la ville de Besançon et notamment aussi au FRAC de Besançon. Puisqu'en fait, dans le spectacle, j'ai intégré une œuvre d'un plasticien qui s'appelle Francis Cap. Et vu qu'on parle de art et politique et qu'on va aller dans la salle là-haut, Francis Cap, il travaille beaucoup sur un art situationnel et relationnel, moi qui m'intéresse beaucoup. Tout ce qui est art social et relationnel m'intéresse. Comment on crée des situations où on met en relation. Et comment cette mise en relation peut peut-être parfois susciter des transformations. Et Stéphane, j'entends dire qu'il est en train de faire sa grève de la faim au moment où je vais aller à Besançon. Donc je demande à Élise, mais ça serait peut-être bien de le rencontrer, puisque j'avais déjà l'idée d'inviter des témoins de la société civile. Et j'avais déjà contacté Gaël Manzi, que vous connaissez peut-être, qui est le cofondateur d'Utopia 56, avec son père, Yann Manzi. Utopia 56, qui est devenue une des associations maintenant nationales, une des plus connues pour la défense des droits des personnes migrantes et des réfugiés. Et quand j'étais en répétition à Lorient, je propose à Gaël, je le contacte, est-ce que tu veux bien venir au théâtre de Lorient? Et donc je l'ai filmé pendant 3 heures et il est sorti en me disant merci, c'est rare qu'on demande qu'on ait l'occasion de s'exprimer. Et comme je vous disais, par rapport à la question du pouvoir cathartique de la parole, et de ce dont tu parlais, effectivement, j'explore beaucoup le pouvoir performatif de la parole. Comment le fait de dire, quand c'est le titre d'un essai, quand dire c'est faire, comment une parole d'un certain registre peut libérer ou ouvrir des relations différentes. Et transformer le réel. Et Gaël, ça a été magnifique comme rencontre, puisque maintenant, il ne veut plus quitter le projet, lui non plus. Gaël Manzi, il fait partie du DISPAC maintenant, donc à chaque fois qu'on joue, il était au Festival d'Avignon, puisque donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la pièce, elle dure 2h30, c'est un diptyque, je vous montre, je vous fais un peu défiler. C'est une scénographie que j'ai conçue avec Mathieu Laurie Dupuis et H.Alix Salias, qui est plasticienne, où mon obsession était de travailler sur des cartes, où justement je me disais, en fait, ce que j'aimerais, c'est que nous soyons dans un espace où on ait les 2 pieds dans le même espace, qu'on ait les 2 pieds
dans la mer Méditerranée, qu'on ait les deux pieds dans les camps des centres de rétention, qu'on ait les deux pieds, enfin qu'on ait vraiment un espace commun. Et donc je me suis dit qu'il valait mieux supprimer la scène de théâtre et qu'on soit dans un espace commun. Et c'est un espace processuel. Donc je suis désolée si jamais vous venez voir le spectacle au mois d'avril, vous n'aurez pas la surprise. Normalement, évidemment, on ne le sait pas avant. On commence avec ce ring bleu et petit à petit, on travaille avec des lumières noires qui révèlent des strates. Et c'est une scénographie en défonce. C'est un terme que j'ai appris avec le scénographe, où en fait, on enlève des couches successives et des strates se révèlent. Et donc j'ai eu envie que ça soit quelque chose qui se découvre peu à peu et que ça devienne à la fois un espace sensible de perception, mais un espace analytique de réflexion. Et moi, je pense que c'est une des choses qui m'obsède beaucoup, comment on relie le réflexif, l'analytique et le sensible. Et même là, dans la dernière installation qu'on vient de faire, j'écris de la poésie et en même temps des textes philosophiques. Et je pense que j'ai toujours envie de créer des espaces comme ça, réflexifs. Et là, il y a le chorégraphe Bernardo Montet, que vous connaissez peut-être, qui est danseur. Merci Étienne, à bientôt. Là, c'est encore une fois Bernardo Montet et Stéphane Ravaclet. Puisque du coup, Stéphane a accepté de participer au projet. Mais il a accepté de participer au projet, on le voit de dos là, en tant que témoin de la société civile. Parce que du coup, comme je vous ai dit, c'est un diptyque. Et dans la deuxième partie, en fait, on amène les bancs d'utopie. C'est une œuvre, c'est une sculpture de Francis Cape, et où tout le monde est invité à s'asseoir. Et la deuxième partie du spectacle, il y a justement Gaël Manzi, Mortaza Beboudi, vous avez dû en entendre parler, le journaliste franco-afghan, qui a été arrêté par les talibans là, pendant 9 mois, qui vient d'être libéré. Mortaza, il fait partie du SPAC aussi. On s'est beaucoup mobilisé pour soutenir sa demande de libération. Donc il y a Mortaza Beboudi, il y a Gaël Manzi, il y a Stéphane Ravaclet, il y a Marie-Christine Vergien, qui est une ancienne députée européenne et qui est vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Et donc dans la deuxième partie du spectacle, les personnes prennent la parole. Et au moins, mon idée, c'est de prendre la parole. Pourquoi? Encore une fois, ce qui m'intéresse toujours, c'est comment on lève le déni, mais pas simplement pour être face à l'horreur, mais pour essayer de transformer le réel et inventer d'autres mondes. Se mobiliser collectivement d'une manière utopique. Donc là, c'est pas juste faire l'inventaire de la violation des droits de l'homme et de l'horreur. Je ne vous cache pas que c'est quand même le cas. Hein. On passe par une sorte d'expertise juridique de l'étendue du désastre de nos démocraties, puisqu'on approche bientôt les 50 000 morts de noyade des 20 dernières années. Donc c'est presque une politique génocidaire qui est en place avec la fermeture des frontières. Donc on explore évidemment tout ça, mais pour moi ce qui m'intéresse, là c'est une photo du Festival d'Avignon, parce que c'était au Festival d'Avignon cet été. Du coup il y a David Yambio, qui est le cofondateur de Refugees in Libya. Grâce au Festival d'Avignon, j'ai pu internationaliser le spectacle et faire une soirée un peu exceptionnelle où il y avait des intervenants du Maroc, de Tunisie, du Niger, où on a abordé cette question de la fermeture des frontières, mais à échelle extra-européenne aussi. Et il y avait aussi Jalila Kenissi, qui est la représentante des parents qui ont perdu leurs enfants dans la traversée de la Méditerranée en Tunisie. Donc il y avait vraiment tout un travail comme ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est un échange démocratique d'expériences pour soulever, alors là, c'est les stigmates, mais les symptômes, et faire en sorte qu'on se dote peut-être d'outils ou d'énergie individuelle et collective, peut-être transformer un peu le réel. Ah pardon, alors là je vais juste, je sais pas quelle heure il est, je vais pas trop, il faudrait peut-être... Ça va, on a... Ah oui, ça passe vite en fait. Pardon, je suis un peu bavarde.
Je vais juste vous montrer quelques photos. Ou peut-être que je vais arrêter là, parce que si on veut aller voir... Qu'est-ce que je mets? Supprimer la copie, non? Ah ben j'ai peut-être tout supprimé. Bon, c'est pas grave. Je voulais juste... Ça n'aura eu lieu qu'une fois. Voilà, je voulais juste... Je peux vous montrer des petites choses vite fait. Et après, on peut monter dans la salle d'expo ensemble. Voilà. Tac. Ah ben là, il y a Mortaza Beboudi, justement. Donc Mortaza, qui est un journaliste franco-afghan, qui est très lié à la ville de Douarnenez. Et bah, comme vous voyez, je suis là aussi. Je participe à mon rôle de performance. Alors là, c'est Falmarès, que vous devez connaître aussi peut-être. C'est un poète guinéen que je viens de revoir parce qu'il habite à Nantes et il vient de publier Catalogue d'un exilé au Seuil. Et il était témoin au TNB, et là, je vais jouer cette pièce au Centre Pompidou le 8 et 9 février, avant de venir jouer au TNB. Et Falmarès va revenir, il lit un poème qui s'appelle « Je ne suis pas sans papier, je ne suis pas un demandeur d'asile, je ne suis pas réfugié ». Enfin, évidemment, son poème va plus loin que ça. Et c'est un merveilleux poète, et comme il dit, la poésie m'a sauvé 2 fois. Une première fois... dans les camps, il a traversé la Méditerranée à 14 ans. Il a commencé à écrire de la poésie dans un camp en Italie. Et ensuite, il est arrivé à Nantes, il fréquentait les médiathèques, c'était un fervent lecteur. Il a 22 ans, Falmarès, il a une vie absolument incroyable. Il est d'une maturité désopilante, littéraire et humaine. Et il écrit depuis des années la poésie. Et puis, il a rencontré des petits éditeurs nantais, nantaises, et notamment aussi Joseph Pontus. Vous connaissez ce roman incroyable à la ligne, et qui l'a un peu adoubé. Et du coup, il s'est retrouvé très encouragé dans sa vocation littéraire. Et quand il dit que la poésie l'a sauvé 2 fois, c'est que la 2e fois, il était sous le coup d'une expulsion. Il y a 3 ans de ça, à Nantes, et le fait qu'il était poète est très connu dans le pays nantais comme poète. Plein de gens se sont mobilisés pour empêcher son expulsion auprès de la préfecture, et il a obtenu des papiers. Et le jour où il témoignait au TNB, il y a 2 ans, il venait d'avoir ses papiers. Enfin, c'est incroyable. Et du coup, il va réintervenir là. Donc, je vous montre des petits... Là, c'est Gaël Manzi, le cofondateur d'Utopia 56. Mortaza Beboudi, avec à côté Marie-Christine Vergia. Là, c'était Dispac qu'on a joué à Passerelle à Brest. Donc, vous voyez, c'est un dispositif, c'est comme une agora qu'on transporte dans différents endroits. Alors ça, c'est une œuvre qui fait, parce que souvent, moi, j'ai des œuvres pluridisciplinaires et collectives. Parfois, je suis seule avec les textes que j'ai écrits, mais souvent, je suis aussi avec d'autres artistes. Et comme vous savez, le théâtre et le cinéma, ce sont des arts du collectif, donc il y a beaucoup de personnes avec qui on travaille. Et donc là, c'est une plasticienne avec qui j'ai fait l'installation, H. Alixanias, qui a fait des drapeaux. Et là-haut, il y a des drapeaux aussi. Et elle est plasticienne et graphiste. Et donc j'avais envie que cet espace de Dispac soit aussi comme un espace militant avec plusieurs langues. Donc à un moment donné dans l'espace, il y a des drapeaux qui tombent. Et l'idée c'est que quand Dispac sera terminé, quand il n'y aura plus de date, ça va tourner encore, parce que ça va tourner à l'étranger, à Bruxelles. En 2024, il y aura beaucoup de dates de Dispac. Et l'idée c'est que ces banderoles, c'est des banderoles de manifestations, reviennent à des associations pour des manifestations. Donc c'est cette idée d'un art relationnel et social, et que finalement nos outils puissent être dans des décors, et ces décors puissent revenir à la rue. Et je sais qu'ici il y a eu une exposition dernièrement d'un artiste qui travaillait beaucoup avec quelqu'un qui faisait des banderoles. Oui, c'était de Jérémy Taylor. Voilà, il était ami avec celui qui faisait des banderoles en Angleterre. Avec
Un artiste qui s'appelle Ed Hall. Ed Hall, eh ben, avec Alix, on avait beaucoup regardé Ed Hall. Ouais. Il a créé énormément de banderoles pour les manifestations en Grande-Bretagne. Ouais, voilà, bah, c'était très inspirant. Voilà. Et donc ça, c'est mon dernier gros projet scénique que je vais tourner beaucoup. Vous voyez là les usages de banderoles. Stéphane Ravaclet, il est devenu danseur. Là, c'est l'arrivée des bancs d'utopie. Donc c'est cette sculpture de Francis Cape. Et juste pour vous raconter l'histoire de ces bancs d'utopie, vous voyez, ça c'est la sculpture de quand il n'y a personne. Et là, vous voyez, c'est l'espace quand tout le monde est assis. C'est-à-dire, c'est pas que les témoins, ça peut être les spectatrices et spectateurs qui viennent s'asseoir. Et alors, chaque banc d'utopie, moi, évidemment, je m'intéressais au fait que ça soit des bancs d'utopie, enfin d'utopie, justement, et que ça soit une sorte d'œuvre relationnelle et conversationnelle. Et chaque banc correspond à un banc d'une communauté qui existe. Il a commencé ce projet aux États-Unis, et puis il en a fait une version française avec des étudiants en beaux-arts et puis des ébénistes. Et c'est la reproduction d'un banc qui existe réellement. Et en fait, c'est disposé souvent dans des galeries ou des centres d'art, mais c'est rarement activé. Et quand j'ai rencontré la directrice du FRAC à Besançon, parce que décidément cette ville, il va falloir vraiment qu'on aille jouer à Besançon, parce qu'il y a Stéphane Ravaclet, j'ai édité avec les Solitaires Intempestifs, c'est un livre qui s'appelle Dispar. C'est un livre collectif où il y a des témoignages et des textes originaux. C'est une édition de Besançon. Élise Marie qui porte l'acte d'accusation de Besançon et Stéphane Ravaclet de Besançon. Donc il y a vraiment et c'est une ville qui est très liée aux utopies sociales et communistes. Donc c'est assez incroyable. Et ces bancs, en fait, la directrice du FRAC, quand elle m'a entendu parler du projet, m'a dit « mais c'est incroyable, ça me fait penser à une œuvre que l'on vient d'acquérir et peut-être que ça pourrait t'intéresser ». Et on a regardé ensemble et en fait, là, le FRAC de Besançon nous prête cette œuvre de Francis Cape pendant 1 an. Et donc c'est une sculpture, mais qu'on active dans notre propre dispositif scénographique et sur lequel chacune et chacun d'entre vous peut venir s'asseoir ou s'asseoir un moment et repartir ensuite. Voilà, je crois que je vous ai montré à peu près tout. Et peut-être pour... check the TX input signal. Peut-être peut-être je débranche, comme ça va disparaître, non? Oui, c'est pas grave. De toute façon, ouais, c'est un peu moche. J'aurais bien aimé finir... Bon, bref. C'est un peu moche comme image. Mais peut-être tu peux faire un plan serré sur l'œuvre de Meryl pour éviter cette mocheté involontaire, vu qu'il y a un petit hommage à Meryl. Et juste pour faire la transition vers là-haut, vendredi c'était la journée commémorative du VIH, journée mondiale du sida. C'est le jour où Meryl a décidé de partir. Et il y a une œuvre là-haut qu'on peut aller voir de David Wojnarowicz, que si Meryl n'était pas partie, j'avais choisi de dialoguer avec cette œuvre de David Wojnarowicz qui était présente dans une magnifique exposition qui était l'adaptation du livre d'Elisabeth Lebovici. Ça y est, j'ai oublié le nom. Ce que le sida m'a fait. Voilà, merci. Ce que le sida m'a fait, qui revisite à la fois l'histoire de l'art et puis toute une constellation d'artistes qui ont disparu très jeunes avec l'épidémie du sida. Et cette œuvre de David Wojnarowicz, elle est vraiment en lien aussi avec Marion Shemana, que moi j'avais rencontré parce que j'avais fait un projet aux États-Unis. J'avais eu une bourse à New York
autour d'une œuvre de quelqu'un qui était ami avec David Wojnarowicz, qui était Cathy Hacker, qui est une activiste, enfin surtout une écrivain et autrice plutôt qu'une activiste, assez punk comme ça dans les années 80. Et moi j'avais découvert du coup avec la traductrice Laurence Vialet un livre qui s'appelait Au bord du gouffre. Et David Wojnarowicz, ce film-là, il est très beau et il fait penser à une autre œuvre d'un autre artiste qui est mort du sida, Derek Jarman, et qui a fini par perdre la vue. Et il a fait un film qu'on peut voir même sur Internet qui s'appelle Blue. Et vous allez voir la vidéo de David Wojnarowicz et ça fait écho à Blue. Et ben voilà, je voulais finir là-dessus pour qu'on glisse et les drapeaux dont je vous ai parlé, puisqu'il y a une œuvre que j'ai découverte d'une artiste avec des drapeaux et des banderoles. Et voilà, sur art et activisme, et puis des raisons d'espérer et de ne pas désespérer. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi.